Bonsoir à tous. Les grands peurs de l'an 90, c'est sous ce titre un peu alarmiste que la télévision suisse romande vous invite à suivre tout au long de l'été 9 entretiens avec des personnalités. Chaque mardi soir et en reprise le dimanche à midi, vous aurez rendez-vous avec un scientifique, un universitaire, un historien ou une autre personne pour faire le point sur un grand thème de préoccupation de notre époque. Car sans tomber dans le catastrophisme, on se doit de constater qu'aujourd'hui, bon nombre d'interrogations, d'inquiétudes, de peurs émergent en ce début de dernière décennie du siècle. On craint la montée du sida, on a peur du développement de la criminalité due à la drogue, on se méfie des scientifiques qui jouent les apprentis sorciers, on s'inquiète pour la santé de la planète, et avec les bouleversements politiques qui ont ravagé l'Europe, on craint maintenant la puissance allemande, la montée des nationalismes et la poussée de l'islam. Même dans notre pays, on s'interroge sur l'avenir de la Suisse. Toutes ces peurs marquent incontestablement le début des années 90. Alors sont-elles fondées, ces peurs? À quoi correspondent-elles? Sont-elles irrationnelles? Eh bien, chaque mardi soir, 9 invités vous apporteront des réponses, des analyses, des mises en perspective. Ce soir, premier invité, première grande préoccupation, je reçois Emmanuel Todd pour parler de l'éveil des nationalismes en Europe. Emmanuel Todd serait-il un historien visionnaire? Il a publié en 1976 un livre prémonitoire décrivant l'effondrement de l'Empire soviétique. 15 ans après, l'analyse d'Emmanuel Todd reste étonnamment pertinente. L'URSS est en train d'exploser sous la pression des mouvements nationalistes. Tandis qu'en Europe, à l'Est comme à l'Ouest, les vieux démons du chauvinisme réapparaissent. Historien et sociologue, Emmanuel Todd est à même d'expliquer, de mettre en perspective ce réveil des nationalismes qui pourrait menacer le fragile équilibre européen. Emmanuel Todd, bonsoir. La vague révolutionnaire qui a balayé l'Europe de l'Est ces derniers mois a suscité beaucoup d'espoir, mais soulève aussi une certaine inquiétude. On voit apparaître sous les décombres du système communiste quelques démons qu'on croyait oubliés, comme celui du nationalisme, des haines entre nations, des conflits entre ethnies. Est-ce que vous êtes surpris de cette réapparition? Non, pas vraiment. Enfin, dans une période transitoire, d'effondrement d'une grande idéologie universaliste, internationaliste par essence, il est normal, au moment où elle s'effondre, de voir réapparaître les nations. Et puis, l'URSS était une construction nationale aberrante à la surface de la planète. Je veux dire, aucun empire multinational n'avait survécu à la modernité. Je veux dire, le dernier exemple d'effondrement en Europe, c'était l'Autriche-Hongrie. Et donc, tout le monde s'imaginait à une certaine époque que l'URSS pouvait survivre indéfiniment. Elle ne pouvait pas survivre. On voit réapparaître les nations. Mais je crois qu'il faut être prudent quand même, mais peut-être établir quelques distinction de concepts et de termes. C'est-à-dire on parle trop facilement simplement de nationalisme. Le nationalisme, c'est une conception agressive de la nation. On peut aussi considérer certains aspects de ce mouvement de réapparition des nationalités comme la réaffirmation de sentiments nationaux. Un sentiment national, je veux dire, ça n'est pas une chose forcément perverse et agressive. Donc je crois qu'il faut garder à l'esprit une distinction entre réémergence du sentiment national et puis réémergence du nationalisme. C'est deux problèmes un peu distincts. C'est ça, il faut faire la distinction entre ce qu'on pourrait appeler le patriotisme et le chauvinisme. Ça, c'est d'autres concepts. Moi, je m'accroche à mes concepts de nationalisme et de sentiment national. Mais alors, ce sentiment national justifié, nationalisme, en revanche, on a vu ces derniers temps se développer quand même de fâcheux mouvements, comme en Roumanie ou en Kirghizie, là où on s'est affronté ces dernières semaines. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose de ce développement violent du nationalisme? C'est pas une question qu'on peut résoudre d'un coup et sur lequel je me sentirais pas du tout capable de faire des prophéties fermes sur ce sujet, comme j'en ai fait sur la décomposition de la sphère soviétique. Prédire la décomposition de la sphère soviétique, c'était relativement facile. Vous êtes visionnaire mais pas prophète. Je suis un technicien. je suis un technicien de. Un technicien de l'analyse démographique, des choses comme ça, enfin pour ces questions, et j'avais été frappé
par la remontée entre 1971 et 1974 du taux de mortalité infantile en Russie proprement dite, ce qui indiquait clairement que le système économique et social se désagrégeait et qu'on pouvait prévoir une explosion. C'est une prophétie qui certes est massive puisqu'elle concerne l'un des plus gros pays de la planète, le plus vaste par le territoire, mais qui en fait répondait à un objectif limité. Je veux dire, faire une prophétie générale sur le destin des nationalismes, ou des nationalismes en général, parce qu'il est bien évident que le nationalisme kirghize et le nationalisme balte, le nationalisme allemand ou le nationalisme auvergnat, ça pourrait être des choses très très différentes. Hein. Donc je pense qu'il faut procéder par cas et par région. En ce qui concerne l'ensemble de l'Europe occidentale ou l'Europe de tradition de culture chrétienne, peut-être on peut dire, non, je ne suis pas du tout pessimiste, hein, moi sur le fond. Je veux dire, intuitivement, en tant qu'historien, je ne parierais pas sur une remontée violente de nationalisme terrible. Et curieusement, là, peut-être je me trompe, même dans le cas de régions limites et tangentes comme la Transylvanie, c'est-à-dire comme les Hongrois de Roumanie. Mon intuition d'historien, c'est qu'on est au-delà de la phase des nationalismes déchaînés, mais ça c'est pour l'Europe au sens étroit occidental plutôt. C'est ça. Mais en ce qui concerne l'Europe orientale, lorsqu'on voit par exemple fleurir certains slogans, même en Hongrie, le Forum démocratique a parfois de drôles de paroles. Lorsque, au soir de la victoire électorale, le leader s'adressait à 15 millions de Hongrois. Hein. Donc tout de suite, en voulant rallier à lui des minorités hongroises dans d'autres pays. Il y a là quand même un chauvinisme un peu agressif. Non ? Je crois qu'il faut avoir une perspective temporelle. C'est-à-dire qu'on sort dans la phase d'effondrement du communisme. C'est normal que les gens se rabattent sur la première chose qui leur revient à l'esprit comme idéologie de compensation et comme structure d'identification. La première chose qui vient à l'esprit, c'est la nation. Donc il est très normal que dans les quelques mois, je veux dire, ce processus de décomposition du communisme ne fait que commencer en un sens. Je veux dire, c'est tout frais, ça date d'un an, hein, finalement. Il est normal qu'il y ait des frissons nationalistes dans une période de transition. Hein. Je veux dire que les gens, en vérité, que pendant une période de transition, les gens racontent n'importe quoi. Mais de là à prédire que ces attitudes et ces poses vont rester, perdurer et se stabiliser pour toute la sphère, pour tout ce qui va jusqu'à la frontière, disons, orientale de la Pologne, franchement, je n'y crois pas trop. Ça ne me paraît pas du tout dans l'esprit de l'époque. Parce que les Européens aussi, en ce moment, sont dans une phase où ils redécouvrent avec l'effondrement. On sort d'une phase un peu bizarre, en fait, en Europe, qui est, on sort de l'après-deuxième guerre mondiale, finalement. Hein, c'est-à-dire qu'entre 1900... et 1945, l'Europe, la totalité de l'Europe, a vraiment vécu la grande ère des nationalismes déchaînés. Hein. C'était la guerre de 14, des millions de morts, puis la montée du nazisme, d'autres millions de morts. Dans une phase où la montée des nationalismes se combine d'ailleurs et se renforce avec la montée du mouvement ouvrier et des socialismes, puisqu'il y a une sorte de compétition un peu maladive entre socialisme et nationalisme dans toute la première moitié du XXe siècle. Le nationalisme a été abattu d'une certaine façon, dans sa forme la plus abjecte, a été abattu en 1945 en Allemagne, et dans toute la phase qu'on vient de vivre, les années 1945 jusqu'à la période récente, on a vécu une phase peut-être de submersion, d'enfouissement exagéré du sentiment national. On était sous le coup d'un traumatisme et on était dans une phase où les idéologies transnationales étaient presque surreprésentées, étaient dans une phase de surpuissance. Je veux dire, l'après-guerre est une époque de grande puissance de la démocratie chrétienne, des diverses formes de socialisme. Et maintenant, avec l'effondrement simultané, non seulement d'ailleurs à l'est je veux dire, du communisme, qui est une forme radicale de socialisme, mais à l'ouest avec l'ébranlement des démocraties chrétiennes à travers l'ébranlement de l'Église catholique, etc., il est normal de voir réapparaître je veux dire, ce phénomène national plus intact. Et les gens sont surpris parce qu'ils l'avaient oublié, hein, je crois. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est horrible, on va revivre ce qui s'est passé avant 1939, en fait, ou jusqu'à 1945. Ça, vous y croyez pas? Et j'y crois pas du tout. On est dans un autre monde. Je veux dire, le monde qui avait produit les horreurs de la première moitié du siècle était un monde pauvre. C'était un monde qui ignorait la société de consommation. Je veux dire, pas du tout avec simplement ses aspects matériels faciles, mais je veux dire ses conditions médicales nouvelles. Je veux dire
ces techniques contraceptives modernes. C'était un autre monde, un monde d'anxiété qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je crois mais l'inquiétude et la réflexion sur le nationalisme est normale parce que la première idée qui vient à l'esprit, c'est bon, bah, ça y est, on repart pour un tour de manège. Et les gens ne se rendent pas compte qu'on est dans un autre type de société. Je veux dire, le monde d'avant 1945, c'était un monde où les Européens étaient dans un système d'instruction primaire, en fait. Les gens savaient lire et écrire, et puis c'était tout. Je veux dire, depuis la guerre, il y a eu un développement fantastique de l'éducation secondaire. Je veux dire, on est dans un autre univers. C'est compliqué à analyser, hein, et c'est plutôt des intuitions et des sentiments que je transmets, plutôt qu'une analyse solide. Mais je crois qu'une peur exagérée ne serait pas raisonnable. Mais tout de même, quand on voit, lorsque se dégèle un peu la banquise soviétique, quand on voit ressurgir des haines quand même profondes, comme celle qui oppose les Arméniens et les Azéris, ça fait un peu froid dans le dos. Mais là, on est hors d'Europe, en fait. C'est-à-dire qu'on est déjà sur le problème du front de contact entre l'islam et des cultures chrétiennes, ce qui est un autre problème. Et honnêtement, je ne ferai pas des paris optimistes sur ce qui pourrait se passer dans le Caucase ou en Asie centrale, hein, du côté de l'Ouzbékistan ou du Kirghizistan ou du Tadjikistan. Ça, c'est un tout autre problème. Mais là, on est déjà très à l'extérieur de l'Europe, en fait. Je veux dire, en un certain sens. Je veux dire, on ne peut pas décrire... Les Arméniens sont européens, non ? Les Arméniens sont européens. Je veux dire, si on donne une définition religieuse, je ne veux pas dire que les clivages religieux soient absolument essentiels, mais l'une des bonnes définitions de la culture européenne, c'est de la définir par ce qu'il a défini à l'origine, c'est-à-dire la sphère d'expansion du christianisme, hein, je veux dire dans ses versions catholiques, protestantes, orthodoxes. Donc effectivement, on tirerait la limite, on mettrait dans la sphère européenne la Géorgie et l'Arménie, et puis on laisserait les républiques musulmanes de côté, y compris les Azéris. Mais si vous prenez par exemple quand même ce qui se passe dans les pays baltes, on peut très certainement, là on est en Europe, on est dans des pays qui sont soit protestants, soit catholiques, hein, de tradition. Là on est confronté à une remontée du sentiment national, une volonté d'indépendance nationale de peuples qui ont été conquis et soumis en fait par la puissance russe. Mais je veux dire, ce qui est quand même frappant dans les événements des pays baltes pour le moment, c'est la mesure des comportements. Je veux dire, c'est le contraire de nationalisme hystérique et déchaîné, à la fois du côté des Baltes finalement et du côté des Russes. Je veux dire, ce sont quand même des peuples qui ont énormément souffert du XXe siècle. Les Russes, les Baltes, les Hongrois et les Roumains ont largement autant souffert du XXe siècle que les Français ou les Allemands. Et je crois qu'il y a un effet de... Je veux dire, il y a quand même derrière l'effondrement, et au-delà de l'effondrement du communisme, je veux dire, le bonheur d'échapper à ce XXe siècle affreux. Et ça rend plutôt optimiste. Je veux dire, par exemple, qui aurait imaginé que l'Espagne sorte si pacifiquement du franquisme ? On pouvait tout craindre de l'Espagne à la sortie du franquisme. Et l'une des grandes surprises, quand même, c'est l'établissement relativement facile d'une démocratie en Espagne. Je pense que les gens vont quand même utiliser de façon positive le capital de souffrance de la première partie du XXe siècle. Mais je ne veux pas absolument noircir le tableau, mais oui. Lorsqu'on voit quand même ce qui se passe, par exemple, au Kosovo, ou même en Roumanie, lorsqu'il y a eu les affrontements assez violents. Avec le Kosovo, vous réentrez dans la sphère musulmane, en fait. Oui, tout à fait. C'est quand même européen, la Yougoslavie, non ? Je veux dire, si la Yougoslavie est tout à fait européenne, il y a un processus de fragmentation des républiques, mais comment dire, je veux dire, le nationalisme... Il faut faire attention à ce qu'on dit et faire attention au concept. Je veux dire, le nationalisme et le sentiment national, ça n'est pas la même chose. Je veux dire, bon, le nationalisme type dans l'histoire européenne, c'est le nationalisme allemand. Je veux dire, le plus agressif et le plus sauvage dans une certaine période de l'histoire européenne récente, c'est le nationalisme allemand. Le nationalisme de l'Allemagne, qu'est-ce que c'était ? C'était le nationalisme d'un pays. Je parle d'ailleurs de l'Allemagne de 1914. Je veux dire, c'était le pays le plus puissant d'Europe. C'était un pays absolument indépendant. C'est-à-dire, il n'y avait pas de minorité allemande opprimée de façon substantielle où que ce soit, puisque les Allemands, même dans l'Empire austro-hongrois, étaient en situation de dominant. Et c'est un pays dont le nationalisme agressif a nourri une stratégie de conquête. Là, on n'est pas confronté à un problème de sentiment national. Le sentiment national allemand n'était pas menacé. Je veux dire, le problème de Croates, qui peut-être se sentent différents des Serbes, ou de Baltes, qui certainement se sentent différents des Russes, c'est un problème d'affirmation d'identité nationale, de sentiment national. Je ne sais pas si on peut appeler ça à proprement parler du nationalisme. Vous voyez ? Tout à fait. Mais alors, vous appelez ça comment ? J'appelle ça réémergence du sentiment national. Et les peuples qui se perçoivent et qui se sentent différents, etc., ont le droit à l'autonomie. Je veux dire, c'est un problème de droit à l'indépendance. Alors, on peut appeler ça en un sens nationalisme, mais le droit d'un peuple à l'indépendance et une stratégie d'agression menée par un peuple puissant au nom d'une idéologie nationaliste,
d'un peuple puissant indépendant, c'est vraiment des choses de nature très différente. Mais alors ce droit à l'indépendance, ça veut dire qu'il va falloir complètement recomposer la carte de l'Europe et Oui, enfin, elle est quand modifier même. les frontières. Il y a quand même eu pas mal de transferts. On dit, c'est affreux, la carte, l'Europe centrale déchirée, très morcelée sur le plan des populations. La poudrière des Balkans. La poudrière des Balkans, toutes ces choses ressortent. En fait, c'est pas aussi. Bon, il y a quelques cas d'écoles terribles, comme effectivement la poche hongroise en Transylvanie n'est pas un problème simple à résoudre. Mais la carte, c'est horrible à dire, mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale a terriblement simplifié cette carte. C'est-à-dire, en gros, quand même, l'essentiel des minorités allemandes qui ont produit tant de perturbations après la conquête hitlérienne du pouvoir en Allemagne, où il y a toutes sortes de minorités qui ont déjà été déplacées de façon autoritaire. Et la carte est quand même très simplifiée. Hein. Mais même dans le cas de... Si vous voulez, c'est toujours pareil, on a... Le problème de l'information historique, le problème est même que pour l'information au quotidien, on retient beaucoup plus facilement les horreurs que les problèmes résolus. Donc on pense au problème des Hongrois de Transylvanie comme d'un problème insoluble, et on ne pense jamais aux Suédois de Finlande comme un problème de minorité linguistique enclavée dans un autre système qui a été résolu pacifiquement. Donc on peut très bien imaginer, dans le contexte apaisé de l'Europe actuelle, et on va entrer pour l'ensemble de l'Europe de l'Est très rapidement, après une phase de tension, dans une phase de hausse du niveau de vie brutale. C'est inéluctable. L'Espagne et l'Italie du Sud ont fini par se développer. Le Portugal, qui était le pays le plus arriéré d'Europe occidentale, se développe. La Roumanie se développera. Le niveau de vie augmentera en Transylvanie et dans le reste du pays. Et apaisera les tensions. Et devrait finalement apaiser les tensions. Et on peut très bien imaginer, dans un pays comme la Roumanie, des solutions du type de celles qui ont été adoptées par les Finlandais, que ce soit des Finnois de souche ou des Finlandais suédois, avec constitution d'un parti d'ailleurs. Il y a un parti hongrois maintenant, mais la Finlande a longtemps vécu et vit toujours dans une certaine mesure avec un parti suédois. Le parti suédois, dans l'histoire de la Finlande, a toujours eu un rôle de modération, en fait, dans les conflits internes, et a lutté d'ailleurs vigoureusement contre le fascisme. Ça, c'est un exemple, c'est très intéressant, c'est des choses dont on ne parle jamais. C'est-à-dire de minorités nationales qui luttent pour la défense de la démocratie politique, puisqu'évidemment les minorités ont un rôle de contrepoids, de défense d'autres minorités, et on peut très bien concevoir les minorités nationales de l'Europe centrale comme des facteurs de paix, plutôt que comme des facteurs de crise. Comme des gens qui sont soucieux de protéger le droit de toutes les minorités en général. Là, je prends un peu le contre-pied de ce que vous dites. Hein. Je présente une vision complètement euphorique du phénomène de la minorité nationale. Mais on a des exemples de cas de minorité nationale résorbée. L'histoire d'un pays comme la France, avec l'assimilation relativement facile de pays complètement différents par la langue du centre du système national, comme la Bretagne bretonnante ou l'Alsace germanophone, ou même l'Occitanie finalement, ou le Pays basque français, montre que les problèmes de minorité peuvent être résolus. C'est peut-être pas l'avis des Corses. Hein. L'avis des Corses, les Corses votent toujours pour l'attachement à la République. Il y a des élections libres en Corse et la Corse ne revendique pas vraiment son autonomie. Mais revenons alors peut-être à un phénomène qui est quand même frappant. Je force un peu le trait pour montrer qu'il y a des cas. En fait, on ne retient que les problèmes de nationalité non résolus, par définition. Et tous les problèmes de nationalité résolus, on ne les retient pas. Alors, il y a quand même un phénomène qui a pas mal marqué ces derniers mois, c'est la remontée ou la montée de l'antisémitisme, notamment dans les pays d'Europe orientale. Oui, dans les pays d'Europe orientale, ça, honnêtement, je peux pas en parler, je ne connais pas. Il me semble. Vous en parliez dans votre livre à propos de l'Union soviétique, quand même, de tendances antisémites qui se manifestaient en URSS. Non, mais je sais pas, je suis très prudent, je suis historien, statisticien, et je veux mesurer les choses, et je veux savoir, et en fait, on n'a pas de données objectives. La dernière exemple de soi-disant remontée de l'antisémitisme que je suis censé avoir vécu, c'est le drame de Carpentras en France, où la société française, pendant quelques semaines, s'est imaginée qu'elle vivait une virulente poussée d'antisémitisme, qui n'existait pas. Et les médias français ont réussi à affoler la presse anglo-saxonne et à faire croire à une partie du monde que la France était ravagée par un problème tout neuf d'antisémitisme. La France est un pays où il y a des problèmes de racisme anti-arabe, ça c'est certain, mais la France n'est pas un pays où il y a un problème d'antisémitisme. Alors, les rapports qu'on a pour le moment sur l'antisémitisme dans les pays de l'Est, ils sont à peu près du même niveau de précision statistique que ceux qu'on a sur la société française. C'est-à-dire que leur valeur statistique est nulle, et donc je n'en tiens pas compte, donc je ne peux pas répondre. Mais en Pologne, quand même, vous avez lu qu'il y a eu des manifestations antisémites, alors qu'il n'y a pratiquement plus de juifs en Pologne.
Oui, honnêtement, là, c'est pas du tout que je nie le problème ou l'importance. Dans mon dernier livre, j'ai fait de longues analyses de l'antisémitisme allemand. Et je veux dire, l'antisémitisme en tant que composante de l'histoire idéologique de l'Europe est une chose importante. Mais là, je pense qu'on est sur des données trop fraîches. Et on a un problème à la fois de manque de recul dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... moi, je suis formé à l'histoire par l'école historique française, qui est l'école Brodel, et qui est une histoire de la longue durée. Et ce qu'on apprend comme historien en France, c'est qu'il y a des phénomènes de longue durée. Et que typiquement, les phénomènes idéologiques, je veux dire que ce soit des phénomènes comme l'effondrement des idéologies socialistes ou l'effondrement des structures religieuses catholiques dans la plus grande partie de l'Europe occidentale, je veux dire, sont des phénomènes de longue durée. Et donc, on ne peut pas sur un an préjuger de ce qui va se passer. Si vous voulez, par exemple, l'un des sujets sur lesquels qui est très important pour comprendre les pruries, les petites fièvres micro-nationalistes en Europe occidentale, on n'est plus en Europe orientale, c'est bien sûr l'effondrement du communisme et les chocs subis par certains mouvements socialistes dans des pays comme l'Angleterre ou le Danemark, mais aussi un phénomène qui est d'une ampleur presque comparable à l'effondrement du communisme, mais qu'on n'a pas vu finalement, qui était silencieux, qui est l'effondrement de l'Église catholique. C'est-à-dire que dans toutes les régions, c'est jamais des pays complets, mais dans la partie catholique de l'Allemagne, en Belgique, particulièrement en Flandre, dans la partie nord catholique de l'Espagne, catholique pratiquante vraiment de l'Espagne, en Italie du Nord aussi, sur toute la périphérie de l'ensemble français, et maintenant ça y est en Irlande, on a vu s'effondrer la pratique religieuse. C'est-à-dire que l'Église catholique était dans un certain nombre de régions une structurante fondamentale, s'est effondrée. Mais cet effondrement, c'est un processus de longue durée, qui s'étale entre les années 1965 et 1990. Donc il faut quand même raisonner sur 25 ans. Pour voir les effets de ce processus. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit après un an, finalement, d'effondrement visible du système communiste. C'est ça, mais alors justement, si on revient à l'Europe occidentale, l'effondrement d'un côté du mouvement communiste, et comme vous le disiez, de l'Église, est-ce que ça a pour cause de stimuler le sentiment national, voire le chauvinisme parfois? Oui, de façon générale, l'effondrement simultané ou successif de l'Église catholique qui structurait un peu tous les électorats de droite occidentaux finalement, et puis d'un certain nombre de mouvements socialistes. Bon, on pense au Parti communiste en France bien sûr, mais je veux dire, le Parti travailliste anglais a traversé une crise majeure aussi. A eu pour effet de créer une sorte de petite fièvre nationaliste de transition. C'est-à-dire, alors, les moments sont, encore une fois, on va être forcé de reculer dans le temps, mais les moments ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans les pays dont la structure sociale s'est mise à évoluer très vite dès les années 60, comme l'Angleterre ou la Belgique finalement, avec une rétraction très rapide de la classe ouvrière, des choses comme ça, il y a eu des fièvres micro-nationalistes très tôt. Donc on pense au nationalisme gallois, au nationalisme écossais. Tout ça, c'est le milieu des années 70 en fait. Je veux dire, l'explosion de la Belgique en fait sur le plan culturel. Je veux dire, la Belgique qui était en début de période catholique est devenue, avec une démocratie chrétienne regroupant flamands et wallons, et puis un parti socialiste regroupant aussi, surtout des wallons, mais aussi quelques flamands, est devenue essentiellement flamande et wallonne. Je veux dire, la Belgique a effectué sa scission linguistique et culturelle réelle dans cette période d'effondrement du catholicisme. Donc, on pourrait aussi parler de la montée du nationalisme basque espagnol, je veux dire, du nationalisme violent, un peu agressif. Tout ça est très évidemment lié à l'effondrement progressif de ces idéologies transnationales, finalement, que sont les socialismes et le catholicisme. Mais l'un des phénomènes frappants et qui donne le sentiment que le problème n'est pas aussi grave qu'il y passait, c'est que curieusement, les réactions nationalistes se font toujours au niveau de la micro-région. C'est jamais dans cette phase d'effondrement des grandes idéologies, c'est jamais les gros nationalismes qui sont stimulés. Je veux dire, le nationalisme flamand, ça ne va pas déstabiliser l'Europe. Déstabiliser la Belgique, temporairement, certainement. Le nationalisme basque, c'est un micro-nationalisme. Qui déstabilise un peu l'Espagne, quand même. C'est embêtant pour l'Espagne, mais ça n'est pas... comme par hasard, c'est une province ou un petit pays périphérique plutôt que le pays lui-même. Les Gallois, les Écossais, c'est un peu le même problème. Je veux dire, ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas vu réémerger un nationalisme anglais agressif, à moins qu'on interprète le thatchérisme en termes de nationalisme agressif,
Mais Ou les hooligans du mondial. Oui, en termes de... là, c'est un autre problème. On tombe... Et on peut y revenir. Mais je veux dire, dans cette phase de montée ou je veux dire, de ces micro-nationalismes, en France, on pourrait parler des régionalismes aussi, finalement, de retour de la popularité de l'idée régionale. Mais tout ça, ça se passe plutôt dans un contexte d'effondrement ou de non-réémergence des gros nationalismes. Les gros nationalismes en Europe, c'est le nationalisme anglais, dans une certaine mesure, qui a été en fait qui, pour sa partie agressive, a été résorbée dès les années 20. Le nationalisme français, c'est le gaullisme. Je veux dire, le gaullisme, on vient d'en vivre l'effondrement en France. On ne peut pas dire que la France est un pays qui est ravagé par le nationalisme. C'est un pays qui vient de vivre la disparition complète de son grand mouvement nationaliste. Et puis alors la montée du Front National. Mais oui, mais alors là on retombe sur le même problème, c'est que le Front National, il s'appelle national, mais il est le contraire du vieux nationalisme. Le vieux nationalisme gaulliste, mais c'était pareil en Angleterre ou en Allemagne, c'était un nationalisme dans des pays puissants et d'une classe puissante. C'est-à-dire que c'était la nationalisme, c'était l'expression idéologique des classes moyennes, c'est-à-dire des classes dirigeantes, de la petite bourgeoisie à la grande bourgeoisie. Les gens qui militaient dans les ligues nationalistes en France ou les gens qui avaient peuplé le pangermanisme puis le national-socialisme en Allemagne, c'était les classes moyennes. Et au contraire, la classe ouvrière représentait des sortes de bastions de résistance à l'idéologie nationale. Et maintenant, l'électorat du Front National, sa masse lui vient du monde ouvrier. C'est un monde dominé et qui plus est en voie de décomposition sur le plan économique. Donc, de même que les micro-nationalismes sont plutôt visibles sont des régionalismes, c'est-à-dire accrochés à des provinces ou à des petits peuples périphériques des grands États, plutôt qu'à des grandes nations au sens européen. Et bien de même, au niveau des classes, les manifestations, les fièvres nationalistes sont associées à des classes dominées, etc. Je veux dire, dès qu'on est dans le système de pouvoir et de domination centrale et important, je veux dire, le cœur du système France, par exemple, on pourrait dire la même chose de l'Allemagne actuelle, je veux dire, on voit plutôt une régression du nationalisme qu'une poussée. Je veux dire, par exemple, je veux dire, la dernière... Oui, vous alliez... Non, mais j'allais dire que dans ce cadre-là, alors, lorsqu'on lit La France aux Français... c'est un nationalisme passager pour vous, alors Non, mais ce qui est très frappant dans le cadre d'un pays comme la France, c'est quand vous voyez des sondages d'opinion, il y a un phénomène de polarisation culturelle. Vous avez des élites qui n'ont jamais été aussi universalistes, en fait. Je veux dire, qui n'ont jamais été aussi qui n'ont jamais été aussi européennes dans le cas d'un pays comme la France, qui n'ont jamais été aussi peu indifférentes aux notions d'origine religieuse, d'origine ethnique, d'origine linguistique. Je veux dire, on vit en fait au niveau des classes moyennes françaises une sorte de triomphe de l'universalisme en fait. Moi, dans ce secteur de la société française, je parlerais même volontiers d'une régression de l'antisémitisme, par exemple. Il y avait autrefois en France un antisémitisme catholique qui était assez fréquent dans les milieux bourgeois. Il me semble que cette chose est en voie de disparition. Et alors au contraire, en bas de la société, je veux dire, dans les secteurs dominés, je veux dire, les petits artisans et petits commerçants, mais ça ne pèse pas bien lourd en termes de masse maintenant. Et puis dans la classe ouvrière, vous avez apparition d'attitudes nationalistes d'un autre type, qui sont plutôt tournées contre les Arabes et contre les immigrés. Mais le mouvement de la société, c'est les classes moyennes qui le donnent, surtout maintenant, dans une phase de rétraction de masse de la classe ouvrière. Donc on peut pas avoir une vision pessimiste à moyen terme des évolutions. Donc vous avez une vision assez optimiste mais pour tout le continent, ou vous pensez qu'il y aura des poches de résistance à une intégration? Ah non, j'ai pas dit intégration en quel sens? Au sens disons, d'un universalisme, d'une intégration européenne. J'en sais rien. Là, je parlais spécifiquement de la France, mais la conception allemande de la nation est différente. Et ça, je crois très fort à la persistance des conceptions nationales, des conceptions différentes de la nation dans des pays comme la France et l'Allemagne. Mais par exemple, on est en train quand même de fantasmer terriblement sur le nationalisme allemand. Ce sera d'ailleurs un thème d'un entretien la semaine prochaine. Mais ça tombe aussi quand même un peu dans le sujet de mon point de vue, puisque qui dit peur du nationalisme en Europe occidentale, en vérité, je pense qu'à niveau inconscient, les gens pensent beaucoup plus à l'Allemagne qu'à l'Europe orientale, au fond, la vraie préoccupation. Et je crois qu'on ne peut pas... Bon, c'est sûr qu'il y a eu, au moment de la première ouverture, possibilité d'unité allemande, il y a eu une petite fièvre nationaliste à la CDU. Enfin, je veux dire, Kohl a eu un comportement
je veux dire, qui n'a pas plu en Europe. Je veux dire, c'est pas la peine de le nier. Il y a eu une sorte de brutalité dans l'expression de la demande d'unité allemande qui a fortement déplu au reste des pays européens, qui étaient au départ, me semble-t-il, beaucoup plus partisans de l'unité allemande qu'ils ne l'ont été après les performances de Kohl. Et je pense que cette montée d'une petite fièvre nationaliste dans la CDU peut aussi s'expliquer, par exemple, par le reflux des croyances religieuses en Allemagne, puisque bon, c'est une démocratie chrétienne, la CDU. Et je crois qu'il y avait une certaine inquiétude, surtout après la petite poussée des républicains, qui n'a pas duré bien longtemps d'ailleurs, en Allemagne. Je veux dire, la CDU ouest-allemande avait un problème d'identité, de redéfinition d'identité. Je pense qu'ils ont un peu foncé sur le thème de l'unité allemande parce qu'ils étaient dans une phase de flottement personnel. Mais ça dit quelque chose sur les cadres de la CDU, ça ne dit rien sur l'évolution de l'Allemagne en général. Et les dernières élections qu'on a eues en Rhénanie et en Basse-Saxe, donc dans la partie occidentale de l'Allemagne, qui n'ont rien à rapporter à Kohl et à son parti, en fait, en termes électoraux, montrent bien que les Allemands de l'Ouest sont apparemment, je veux dire, très peu sensibles à la thématique nationaliste de l'unité. Ça a été un test en vraie grandeur quand même. Beaucoup plus intéressant encore qu'un sondage d'opinion. Puis alors, que penser de la Russie? Parce qu'on voit apparaître un nationalisme russe. Oui, ça c'est le truc qu'on est en train de découvrir et qu'on aurait dû voir beaucoup plus tôt, par contre. Si vous voulez, je pense que l'une des choses qui explique que les nationalismes, il me semble qu'en ce moment, ils peuvent être tout petits ou très gros. Hein. C'est-à-dire, on peut se croire, on peut être nationaliste basque, et peut-être on peut être nationaliste russe. Il me semble que quand on est au niveau de la taille moyenne d'États comme la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, on est à des pays qui sont conscients de ne pas avoir la bonne échelle pour entrer dans des délires nationalistes. Des pays qui étaient très grands, des pays comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne ont eu le sentiment de faire l'histoire du monde, hein, d'une certaine façon jusqu'à la guerre de 39-45. Et je crois qu'à un niveau assez profond, les élites de ces pays savent que c'est fini. C'est-à-dire que ces pays isolés, non unifiés par l'Europe, ne font plus l'histoire du monde. Et que dans une certaine mesure, le nationalisme est inconcevable. Alors dans le cas des petites régions qui font des petites fièvres nationalisme, là, le nationalisme correspond plutôt à un désir de repliement sur soi, plutôt que de conquête. Ça peut exister. Ce repliement sur soi, les grands pays, enfin les pays moyens d'Europe n'ont pas la possibilité de le faire. Par contre, le nationalisme, le vrai nationalisme, celui qui aspire à un rôle mondial, en fait, ça peut exister dans des grands pays. D'une certaine façon, ça peut exister aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays qui, à eux tout seuls, fonctionne à l'échelle monde, ce qui n'est plus le cas de la France ou de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Et la Russie est un pays qui, quoi qu'il arrive, continuera de fonctionner à l'échelle monde. Tout le monde est en train de spéculer. C'est comme actuellement, les gens confondent la disparition du communisme et la disparition de la Russie. Hein. C'est-à-dire que vraiment, le communisme disparaît. Et parce que l'idéologie disparaît, on pense que le support démographique et ethnologique du communisme, qui était quand même le peuple russe, a disparu. Alors c'est très curieux parce que les gens perdent même l'idée de la masse démographique que représente la Russie. Hein. Et en fait, la Russie restera, même si elle perdait les pays baltes, la Géorgie, l'ensemble du Caucase et les républiques musulmanes d'Asie centrale, la Russie resterait l'un des pays les plus grands du monde. Si vous prenez par exemple le nombre des naissances d'une année donnée dans les pays européens. Vous avez en France, par exemple, 770 000 naissances par an. Ça vous donne une image de la taille des populations futures. Dans le Royaume-Uni, ça doit être 775 000 naissances par an. C'est la taille des armées futures en un sens aussi, si vous pensez en termes de classe d'âge. L'Allemagne réunifiée, là, il ne faut pas penser à l'Allemagne actuelle de 80 millions d'habitants avec tous ces vieux, mais l'Allemagne réunifiée en termes de naissances, c'est 870 000 naissances par an. L'Allemagne est déjà potentiellement à la taille de la France ou de l'Angleterre, avec en plus une charge démographique de vieux, à nourrir dans les années qui viennent, qui sera beaucoup plus importante qu'en France ou en Angleterre. Donc l'Allemagne est déjà réduite à cette taille-là. Vous prenez la Russie, le cœur slave de la Russie, c'est-à-dire Russie proprement dite, Biélorussie plus Ukraine. Là, vous avez 3 500 000 naissances par an. Vous êtes encore à l'échelle d'un pays continent, même sans les pays baltes. Donc le nationalisme russe, il est possible, il est là déjà. La mutation je pense qu'en un sens, la mutation du communisme, la disparition du communisme, elle est mal interprétée. Les Russes ne sont pas... le système communiste s'était bien stabilisé durement sur le plan politique à l'époque Brejnev. Et ce qui a conduit à l'effondrement du communisme, c'est la conscience par les élites russes du cœur russe du système, de l'échec face à la concurrence américaine et occidentale. Et la motivation profonde, je crois, derrière les réformes économiques et autres en Russie, je pense que c'est une volonté de remettre la Russie à niveau sur le plan économique.
mais remettre la Russie à niveau sur le plan économique de la compétition internationale, c'est une motivation nationaliste. Et c'est une vraie motivation nationaliste parce qu'elle s'exprime à l'échelle du monde. Donc vous avez l'impression qu'on va voir émerger une puissance russe? Je pense que ça va prendre du temps. Je veux dire, c'est vrai que l'économie soviétique est dans un état qui défie l'imagination, mais la population russe est une population à bon niveau culturel, avec pas mal de gens qui ont fait des études secondaires. C'est le contraire d'un pays du tiers-monde, en un sens. C'est un pays dont on serait tenté de dire que spontanément il est très productif, puisque je veux dire, ce que les Russes ont réussi à faire avec ce système communiste centralisé aberrant est en un sens prodigieux. Je veux dire, devenir une superpuissance dans le contexte d'une économie centralisée, c'est déjà une performance extraordinaire. Donc avec le relâchement du carcan de l'économie centralisée, on ne peut, dans les 30 ans qui viennent, que faire l'hypothèse d'une remontée en puissance phénoménale de la Russie. Et donc je pense que dans 30 ans, les Européens seront confrontés, peut-être même avant, à la pression d'une Russie russifiée et modernisée dont ils doivent déjà tenir compte. Si on pense en termes nationaux, c'est à la Russie qu'il faut penser. Avec un fort sentiment national en plus. Parce qu'il est en train de se manifester aujourd'hui, une montée de la slavophilie. Oui, non, mais on le perçoit finalement. Mais finalement, derrière la réforme gorbatchevienne, c'était déjà le sentiment national russe. Je veux dire, c'était et aussi une chose, alors là je ne sais pas ce qu'on peut en tirer. Bon, c'est sûr que les Russes sont dans l'état actuel des choses un peuple essentiellement pacifique et qui a tellement souffert qu'on doit leur donner tous les crédits possibles, imaginables, de bonnes intentions. Mais c'est aussi un pays qui vient de subir une claque phénoménale. Parce que quand même, je veux dire, c'est la Russie qui a inventé le communisme. Hein, je veux dire, si on remonte à 1917... Et ce communisme s'effondre et, je veux dire, engagé dans la course entre le communisme et le capitalisme, c'était quand même aussi une course pour le leadership mondial entre les États-Unis et la Russie, hein, au niveau des nations réelles et qui existaient. Je dirais, la Russie est un pays qui vient de perdre une guerre froide, mais la Russie est un pays qui vient de perdre une guerre. Et qui, en un sens, on peut s'imaginer, là je spécule, hein, ça n'est pas du tout de la prédiction réelle du genre la chute finale, la Russie va se casser la figure, mais on peut se demander s'il n'y a pas, il va pas y avoir une dimension un peu revancharde je veux dire, si le sentiment d'une revanche économique à prendre ne va pas être une force derrière une remontée en puissance de la Russie. L'Allemagne et le Japon ont vécu ça après la Deuxième Guerre mondiale sur un mode beaucoup plus brutal. Donc on peut imaginer la naissance d'une sorte de nationalisme économique russe, enfin des choses comme ça. Pas menaçant, mais qui pèse. Mais alors un peu en conclusion, Emmanuel Todt, comment voyez-vous, disons, l'évolution de l'Europe alors dans ce cadre-là? Parce que d'après ce que j'ai pu lire entre les lignes, notamment dans certaines interviews que vous avez données, vous n'avez pas l'air de donner un crédit immense à l'idée des États-Unis d'Europe ou de la maison commune européenne. Oui, moi c'est une chose que je désire profondément. Hein. J'ai une façon de parler de l'Europe qui est non conventionnelle, en ce sens que je ne fais pas comme si les pays d'Europe étaient semblables. Je dis les Anglais, c'est les Anglais, les Français sont les Français croient à la liberté, à l'égalité. La culture allemande est une culture beaucoup plus autoritaire et inégalitaire. Il y a une conception de la nation France assimilatrice, une conception de la nation allemande non assimilatrice, en fait, hein. Je dirais, conscient de la différence entre les peuples, et tout ça existe en Europe. Et en ce sens, je pense que ce discours est peu conventionnel, puisqu'il y avait l'idée, il y a une sorte d'homme européen modernisé par l'économie, uniforme. Ça, c'était la vision d'avant. Bon, ça, donc j'ai cette idée que ça n'est pas vrai. En un sens, on pourrait prendre cette façon de présenter les choses comme essentiellement anti-européenne. Mais je veux dire, il me semble actuellement que je dis aussi que ça n'est pas vrai qu'il y ait une menace allemande. Hein, que par exemple les Français et les Allemands sont différents, mais ça n'est pas vrai qu'il y ait une menace allemande. Donc je désire parfaitement l'Europe. La raison pour laquelle, au fond, je ne sais pas, là c'est le contraire des prédictions sur l'Union soviétique, là c'est un avenir ouvert sur lequel on ne peut rien dire, qui dépend des décisions et de l'intelligence des gens. La raison profonde qui me fait dire que l'Europe, la vraie Europe, c'est-à-dire une Europe supranationale, ne se fera pas, c'est peut-être au fond un niveau, une sorte de réflexe d'historien. Moi j'ai travaillé sur tous les siècles de l'histoire, depuis l'époque de ma licence, et on voit toujours les peuples ne pas s'unir quand ils devraient s'unir. Vous savez, c'est un lieu commun, l'histoire. Donc le sentiment national est plus fort. Oui, enfin, non, c'est même plus des sentiments nationaux, c'est le sentiment des particularismes locaux, l'enfermement dans des systèmes linguistiques. Et actuellement, je veux dire, c'est vrai qu'actuellement, les Européens pourraient imposer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire si les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands se mettent d'accord, ils pourraient construire des institutions supranationales. Ils ont déjà commencé à refouler, je veux dire, avec l'aide des Américains bien sûr, je veux dire, le communisme et les idéologies néfastes nées plus à l'Est. Mais je veux dire, à moyen terme, la situation de l'Europe n'est pas aussi riante,
D'abord parce qu'il y a une crise démographique, un reflux démographique profond en Europe, qui veut dire que l'Europe va entrer dans une phase d'affaiblissement relatif démographique que ne connaîtra pas la Russie, qui est à l'équilibre démographique, elle, et que dans les 20 ou 30 ans où les Européens ont toutes les cartes en main, actuellement, ils ont la puissance économique, ils ont la possibilité de s'entendre, la Russie n'est pas en situation de discuter, ils pourraient imposer tout ce qu'ils veulent, et peut-être par pessimisme latent, j'ai le sentiment qu'ils ne vont pas le faire alors qu'ils pourraient le faire. Simplement par une sorte d'attentisme ou de sous-estimation. Vous savez, c'est fréquent, les gens qui perdent on dit, par exemple, on dit les Alliés ont gagné la guerre en 1914 et ils ont perdu la paix. Je veux dire, on est au lendemain de la guerre froide a été gagnée, et il faudrait peut-être tirer le meilleur possible de cette victoire. J'ai le sentiment profond qu'on n'en tirera pas le meilleur possible. Je veux dire, la politique de Kohl vis-à-vis des Polonais, qui a braqué les Français, c'est typiquement ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. Et c'est dommage. Il y a une conclusion un petit peu pessimiste, mais enfin, merci en tout cas de nous avoir éclairé sur ce problème du nationalisme.